Elle est maltraitée par sa belle-mère après le décès de sa mère pendant que son père est inconscient de tout. La pluie tombait doucement sur le toit en tôle de la maison où elle s'abritait à chaque fois qu'elle se sentait seule, comme un murmure triste. Mirabel, âgée de seulement 13 ans, fixait les gouttes glissant sur la fenêtre, le cœur lourd, les yeux pleins de larmes silencieuses. Depuis le décès de sa mère, il y avait 6 mois, la maison autrefois chaleureuse s'était transformée en un lieu froid et dur. Sa belle-mère, Maham Neka, avait pris possession du foyer comme une lionne s'appropriant un territoire, et depuis, rien n'avait plus été pareil. Neka n'était pas toujours cruelle en apparence. Devant le père de Mirabel, M. Okonkwo, elle souriait, faisait semblant de s'occuper de Mirabel comme sa propre fille. Mais dès que la porte se fermait, dès que l'homme quittait la maison pour son travail dans un bureau administratif à Enugu, son vrai visage apparaissait, froide, sévère, impitoyable. Chaque matin, Mirabel se réveillait avant le chant du coq. Elle devait balayer la cour, chauffer l'eau pour le bain de sa belle-mère, préparer le petit déjeuner et même s'occuper de Junior, le fils de Neka, sa belle-mère issue d'un premier mariage. Junior avait 5 ans et passait ses journées à hurler, renverser les choses et accuser Mirabel de ce qu'il faisait, tandis que sa mère se contentait de le croire aveuglément. Ce matin-là, Mirabel avait laissé l'igname un peu trop longtemps sur le feu. Une légère odeur de brûlé avait empli la cuisine. En entendant cela, sa belle-mère était descendue des escaliers comme une furie. « Espèce d'enfant maudit, Mirabel! Est-ce que ton cerveau est dans tes pieds ?» cria-t-elle en giflant Mirabel si fort que la cuillère qu'elle tenait tomba à terre. Mirabel ne pleura pas. Elle ne pleurait plus. Ses larmes semblaient s'être figées quelque part dans son ventre depuis le jour où sa mère avait été enterrée. Le soir, quand M. Okonkwo rentra à la maison, fatigué et affamé, Neka l'accueillit avec un large sourire. « Ma chérie, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en s'asseyant. « Bien, mon amour, mais je suis très fatigué. Mirabel ne m'aide pas beaucoup. Elle devient paresseuse. Je pense qu'elle ne supporte pas mon autorité. Je ne sais pas quoi faire. » À table, le cœur de Mirabel se serra. Son père ne répondit rien. Il regarda Mirabel sans émotion, soupira et continua son repas. Il avait changé. Depuis la mort de sa femme, il s'était refermé comme une huître. Il ne voyait plus rien, ou peut-être refusait-il de voir. La nuit, Mirabel dormait sur une natte dans un coin de la cuisine. Sa belle-mère Neka disait que sa chambre était trop grande pour elle seule, que c'était du gaspillage. Parfois, elle entendait Junior rire dans sa chambre bien douillette, et parfois même, elle entendait son père rire avec lui, comme s'ils formaient une famille heureuse. Mais elle n'en faisait pas partie. Un jour, à la fin des cours à l'école, sa maîtresse, Madame Eze, la prit à part. Elle avait remarqué les bleus sur son bras. « Mirabel, qui t'a fait ça ?» demanda-t-elle doucement. Mirabel hésita, puis secoua la tête. « Je suis tombée en balayant » murmura-t-elle. Madame Eze soupira. « Si quelqu'un te fait du mal, tu peux me le dire. Tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas ?» Mirabel acquiesça sans conviction. Elle avait entendu ces mots avant, mais personne ne faisait jamais rien. Et puis, si elle parlait, Neka la punirait encore plus. Elle avait déjà menacé de la faire envoyer au village, chez une vieille tante, pour apprendre la discipline chez les chèvres et les porcs. Un soir, alors qu'elle lavait les assiettes dans la cour arrière, elle entendit Neka, sa belle-mère, parler au téléphone. La voix était basse, mais claire. « Je t'ai dit que l'enfant ne tiendra pas longtemps ici. Je la brise lentement. Quand elle deviendra folle, je dirai qu'elle a perdu la tête comme sa mère. Ensuite, tout cet héritage viendra à moi et à mon fils. » Le sang de Mirabel se glaça. Elle se retourna lentement, le cœur battant comme un tambour. Sa mère n'avait pas été folle. Elle avait été malade. Un cancer. Mais Neka, sa belle-mère, voulait faire croire à une malédiction de famille. Elle voulait effacer sa mémoire. Elle voulait tout prendre. Ce soir-là, Mirabel pleura, en silence. Sous le manguier derrière la maison, là où sa mère l'emmenait autrefois pour lui tresser les cheveux, elle s'assit et leva les yeux au ciel. « Maman, si tu m'entends, aide-moi. Je suis seule ici. » Le vent souffla doucement et les feuilles du manguier frémirent. Mais ce fut un autre son qui attira son attention. Un bruissement, comme un pas furtif. Elle se retourna brusquement. C'était Junior. Il la regardait, les yeux ronds, comme s'il avait peur. Il dit à voix basse, « Ma maman, elle veut que tu partes. Elle dit que tu n'es pas sa vraie fille. Mais je ne veux pas que tu partes. Tu fais de bons gâteaux. » Mirabel resta figée. Elle ne savait pas quoi dire. Pour la première fois,
Elle vit dans les yeux du petit garçon non pas la méchanceté, mais la confusion. Peut-être n'était-il qu'un pion, tout comme elle. Le lendemain, tout bascula. Mirabel s'était réveillée encore plus tôt que d'habitude. Elle avait mal dormi, les paroles de sa belle-mère Neka la veille tournant en boucle dans sa tête. Elle se sentait trahie, pas seulement par sa belle-mère, mais surtout par son père qui, jour après jour, fermait les yeux sur tout ce qui se passait. Elle nettoya la cour, prépara le petit déjeuner, lava les vêtements de tout le monde à la maison, mais elle avait l'esprit ailleurs. Elle pensait à ce que Neka avait dit au téléphone, à cette histoire d'héritage. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait que sa mère avait laissé quelque chose. Peut-être une terre, peut-être un conte, quelque chose que Neka voulait. Et elle comprit soudain que son existence gênait cette femme. Que si elle disparaissait, tout irait plus vite. Quand son père descendit les escaliers pour partir au travail, Neka, la belle-mère de Mirabel, arrêta son mari devant la porte. Mirabel se tenait un peu plus loin, mais elle pouvait entendre. « Chérie, j'aimerais qu'on parle. C'est au sujet de Mirabel. »« Encore ? Que se passe-t-il encore ? » ?»« J'ai peur pour Junior. Cette fille devient instable. Je l'ai surprise en train de murmurer toute seule, dans le noir. Elle devient étrange. Tu sais que sa mère n'était pas tout à fait saine non plus. »« Neka, arrête. Tu vas trop loin, » disait-il. « Je ne fais que te protéger. Regarde autour de toi. Elle refuse de m'écouter. Elle me défie. Et maintenant elle parle aux arbres. » Mirabel sentit son cœur tomber dans son ventre. Elle ouvrit la bouche pour intervenir, pour se défendre, mais quelque chose en elle lui dit de se taire. Elle recula lentement, puis quitta la maison par l'arrière. Elle marcha jusqu'à l'école, mais même là, elle ne trouvait pas de paix. Les mots de Neka résonnaient dans sa tête. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle comme ça. Pas ce soir. Pas seule. Pas sans avoir un plan. À la fin des cours, alors que les autres enfants rentrèrent chez eux, Mirabel resta assise sur le banc en bois du fond de la cour. Madame Hez s'approcha. « Mirabel, tu n'as pas encore bougé ? Il est tard. » Mirabel leva les yeux. Pour la première fois, elle parla sans réfléchir. « Si je rentre à la maison, elle va me faire du mal. » Madame Hez la fixa longuement. Puis elle posa doucement sa main sur son épaule. « Tu veux venir chez moi ce soir ? Juste pour ce soir. » Mirabel acquiesça. Chez Madame Aisée le soir, Mirabel découvrit un autre monde, une maison calme, un repas chaud, des rires. La maîtresse avait 2 filles un peu plus jeunes qu'elle, qui l'accueillirent comme une grande sœur. Ce fut la première nuit depuis longtemps où elle ne dormit pas sur une natte dans un coin. Elle s'endormit dans un vrai lit, dans une pièce propre, sans peur que quelqu'un vienne la réveiller avec des cris ou des gifles. Le lendemain matin, elle ne voulait pas repartir. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester éternellement. Elle raconta à Madame Hez tout ce qu'elle avait entendu, tout ce qu'elle avait subi. Pour la première fois, elle mit des mots sur sa douleur. Madame Hez prit tout en note. Puis elle alla voir le directeur de l'école. Et ensuite, ils appelèrent une femme du bureau de la protection de l'enfance. Quand Mirabel revint chez elle ce soir-là, ce n'était pas seule. Elle était accompagnée de Madame Hez et de la dame des services sociaux. Son père les attendait, assis sur le canapé, visiblement averti. Neka, en revanche, semblait ne rien savoir. Elle souriait comme toujours. « Oh, vous venez voir Mirabel ? Elle est très silencieuse, mais très gentille, je vous assure. » « Madame Neka, nous avons reçu des signalements très sérieux. Nous sommes ici pour poser des questions, » dit calmement la dame du bureau. Le sourire de Neka se crispa. Mirabel regardait sa belle-mère droit dans les yeux pour la première fois. Et dans ce regard, il n'y avait plus la peur, mais une force tranquille, une étincelle, une petite flamme qui venait de naître. Et ce n'était que le début. Les jours qui suivirent le jugement furent étranges pour Mirabel. Elle était libre, loin de Neka, mais il y avait quelque chose d'inconnu dans cette liberté. Elle ne savait plus exactement comment vivre normalement. Chaque matin, elle se réveillait avant tout le monde, par habitude, et restait assise sur son lit sans savoir quoi faire de ses mains. Madame Hez venait parfois s'asseoir près d'elle, en silence, lui tendant une tasse de thé chaud sans dire un mot. Elle savait que Mirabel n'avait pas besoin de phrases toutes faites, mais juste d'espace. À l'école, les autres élèves commencèrent à la regarder autrement. Certains lui posèrent des questions curieuses, d'autres faisèrent semblant de ne rien savoir. Mais un jour, pendant la récréation, une élève de sa classe, Shidinma, s'approcha timidement avec un cahier dans les mains. « Tu veux qu'on révise ensemble pour le contrôle de demain ?» Mirabel hésita, puis hocha la tête. Ce fut le premier geste normal, simple mais puissant. Une main tendue, une présence.
et cela la réchauffa. Madame Hez, de son côté, continuait à l'observer de loin par la fenêtre de son bureau. Elle parlait peu, mais elle veillait. Elle avait aussi commencé à enseigner à Mirabel quelques bases de couture, de cuisine moderne, même un peu d'informatique sur l'ordinateur portable de ses filles. Chaque soir, elles partagèrent le repas ensemble, toutes les quatre, dans un calme doux que Mirabel n'avait jamais connu. Un soir, alors qu'elles débarrassèrent la table, Madame Hez dit à Mirabel « Tu as traversé quelque chose que personne ne devrait vivre, mais tu n'es pas une victime. Tu es une survivante. » Mirabel la regarda longuement, sans répondre. Pendant ce temps, chez les Okonkwo, le silence avait remplacé les éclats de voix. Eneka avait été renvoyé dans son village natal, en attendant l'issue de la procédure judiciaire. Junior était resté avec son oncle paternel. Monsieur Okonkwo, lui, il avait essayé d'écrire une lettre à Mirabel, puis deux, mais il ne les avait jamais envoyées. Il ne savait pas par où commencer. La honte l'étranglait. Mais un samedi matin, sans prévenir, il se rendit à l'école. Il attendit la sortie des cours, debout, sous un arbre. Quand il aperçut Mirabel, son cœur se serra. Elle marchait aux côtés de Chidinma. Quand elle leva les yeux et le vit, elle s'arrêta net. Lui aussi. Un long silence pesa. Il avança lentement, sans geste brusque. « Je ne vais pas te forcer à me parler, mais je suis là, et je resterai là, quand tu seras prête. » Elle resta immobile un moment, puis hocha la tête. Un tout petit mouvement, presque imperceptible. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une porte entr'ouverte. Ce jour-là, elle rentra chez Madame Hez et raconta ce qui s'était passé. Pour la première fois, elle parla de son père sans colère, sans haine. Elle dit simplement « Je pense qu'il commence à comprendre. » Madame Hez posa une main sur son épaule. « Et toi, tu commences à guérir. » Le lendemain, à la surprise de tout le monde, Mirabel se porta volontaire pour un exposé en classe. Elle choisit un sujet inattendu, la force dans la souffrance. Quand elle se leva devant tout le monde, elle avait les mains moites, le souffle court. Mais elle parla, lentement, posément. Elle ne raconta pas toute son histoire, mais elle parla des enfants oubliés, de ceux qui vivent sous des toits où ils sont traités comme des étrangers. Elle parla du courage silencieux, de la résilience, et quand elle eut fini, toute la classe applaudit. Les semaines passèrent. Mirabel n'était plus l'ombre timide qu'on bousculait dans les couloirs. Elle se redressait. Elle levait la main en classe. Elle posait des questions. Son regard ne fuyait plus celui des adultes. Elle avait commencé à écrire dans un cahier presque chaque soir. Des pensées, des rêves, des souvenirs de sa mère et même des recettes. Elle avait inscrit en page de garde, au stylo bleu, « Ceci est ma renaissance ». Un dimanche, Madame Hez proposa une sortie au marché artisanal. Les filles sautèrent de joie, et Mirabel aussi. Là-bas, elle découvrit un stand tenu par une femme d'une cinquantaine d'années, le visage éclairé par un sourire doux. La femme vendait des gâteaux traditionnels, bien présentés, décorés avec soin. Mirabel resta longtemps à observer les boîtes, le glaçage, la disposition des paniers en osier. « Tu aimes les gâteaux ?» demanda la femme. « J'en faisais avec ma mère, avant tout. Tu veux que je te montre un jour? Viens un samedi, je forme des jeunes, je les aide à se lancer. On ne sait jamais où le talent peut mener. » Elle lui donna une petite carte. Mirabel la serra dans sa main comme un trésor. Ce soir-là, elle en parla à Madame Hez, qui l'encouragea sans hésiter. Le samedi suivant, elle se présenta au stand. La dame l'accueillit avec une blouse blanche, un tablier et un sourire. Mirabel apprit à battre la pâte, à surveiller les températures, à ne pas trop sucrer. Elle avait la main douce, précise. La femme s'en rendit compte très vite. « Tu as ça dans le sang », lui dit-elle. Et petit à petit, les choses prirent forme. Elle retourna au stand chaque fin de semaine. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du stand avec un petit carton entre les bras, elle vit son père attendre devant la maison. Il n'avait rien dit à l'avance. Il avait un gros sachet noir à la main. Il s'approche doucement. « Je ne voulais pas venir les mains vides. J'ai apporté des fruits. Et un carnet. Je me suis souvenu que tu écrivais beaucoup quand tu étais petite. » Elle le fixa un moment, puis prit le carnet. Il était simple, avec une couverture rigide et lisse, vierge. « Merci », murmura-t-elle. Il tendit aussi une petite enveloppe. « C'est une copie du document que ta mère avait signé avant de partir. Elle voulait que tu hérites de sa terre, dans le village. Je ne le savais pas. Neka me l'avait caché. Mais maintenant, tout est réglé. »
c'est à toi, officiellement. » Mirabel sentit un souffle traverser sa poitrine. Ce n'était pas juste un bout de terre, c'était un bout de sa mère, une racine. Le soir, elle relut le document seule dans sa chambre. Puis elle écrivit en grosses lettres « Je ne suis pas ce qu'ils ont fait de moi. Je suis ce que j'ai choisi de devenir. » Quelques jours plus tard, son école organisa une exposition culturelle. Chaque élève devait présenter un projet. Certains chantaient, d'autres dansaient. Mirabel, elle, avait préparé un petit stand de gâteaux avec une pancarte. « Souvenirs sucrés, en hommage à ma mère. » Les élèves, les enseignants, les parents s'arrêtaient, goûtaient, posaient des questions. Madame Hez la regardait de loin, les yeux brillants, puis se retourna vers le père de Mirabel qui la regardait lui aussi sous un arbre. Il ne disait rien, il ne bougeait pas. Mais ses yeux ne la quittaient pas. Pour la première fois, il voyait vraiment sa fille. « Votre fille a vraiment le sang de sa mère, elle est très brave, » disait Madame Hez. Quelques mois plus tard, la vie de Mirabel avait trouvé un nouvel équilibre. Elle remerciait son Dieu pour Madame Hez et pour sa vie à l'église. Les cauchemars étaient moins fréquents. Les silences pesants avaient laissé place à des rires, des chants et parfois même des disputes légères, comme dans toutes les familles normales. Le samedi, elle continuait à travailler avec la dame du marché, perfectionnant ses recettes. Le dimanche, elle passait quelques heures avec son père. Ce n'était pas automatique au début, mais ils prenaient le temps. Le lien se reconstruisait à petits pas, sans forcer, sans mensonge. Mirabel s'arrêta et dit sans détour « Tu l'aimais vraiment, Neka ?» Il mit un moment à répondre. « J'aimais l'idée d'elle. Après la mort de ta mère, j'étais seul, perdu. Elle est venue au bon moment, avec les bons mots. J'ai cru que c'était de l'amour. Mais je me suis trompé, et je t'ai laissé payer le prix de mon erreur. » Elle hocha la tête. C'était tout ce qu'elle voulait entendre. La vérité, sans défense. Du côté de Neka, la belle-mère de Mirabel, les choses ne faisaient que se compliquer et s'empirer. Après son départ de la maison, les services sociaux avaient continué l'enquête. Plusieurs témoignages supplémentaires avaient été recueillis. Un voisin qui avait entendu des cris, une vendeuse du marché qui avait vu Mirabel pleurer dans la rue avec une plaie ouverte, même une ancienne employée de maison que Neka avait renvoyée sans salaire. L'accumulation des preuves avait conduit à une mise en examen pour maltraitance sur mineurs et abus psychologiques. Lors du procès, elle était restée droite, la mâchoire crispée, refusant de reconnaître la moindre faute. Mais plus elle parlait, plus le tribunal voyait clair dans ses manipulations. Elle fut condamnée à une peine de prison de 3 ans avec une obligation de suivi psychologique. Junior, son fils, fut confié légalement à son père biologique, qui vivait dans une autre ville. Mirabel ne le revit plus jamais, mais parfois elle pensait à lui, au petit garçon confus qui, un soir, lui avait dit qu'elle faisait de bons gâteaux. Après la condamnation de Neka, Mirabel et son père retournèrent une fois dans la maison familiale. Elle avait été fermée depuis des mois, silencieuse comme un vieux souvenir. Elle monta à l'étage, ouvrit la porte de la chambre de sa mère. L'odeur avait disparu, mais pas les souvenirs. Sur la commode, il y avait encore un vieux flacon de parfum presque vide et un châle soigneusement plié. Elle le serra contre elle. Son père la regardait depuis la porte. « Tout ça t'appartient, et la maison aussi. Mais on peut en faire ce que tu veux. La garder, la vendre, la transformer. » Elle le regarda, puis dit calmement « On va en faire un lieu de paix, pas un musée de douleur. » Elle proposa de transformer la maison en un petit foyer communautaire pour filles en situation difficile, avec l'aide de Madame Hez et de la femme du marché. Son père, touché par son projet, l'aida à le financer avec ce qu'il avait hérité de sa propre famille. C'était sa manière à lui de réparer, de soutenir, sans diriger. 1 an plus tard, la maison de Mirabel portait un nouveau nom, peint en lettres rouges sur le portail. Maison Oluoma, qui veut dire « ce qui est bon renaît ». Des jeunes filles y venaient apprendre, cuisiner, écrire, pleurer parfois, mais aussi rire, reconstruire. Mirabel prenait le relais de l'enseignement lorsque Madame Hez était fatiguée chaque mercredi à l'après-midi. C'était sa manière à elle de lui dire merci et de lui soutenir. Elle la considérait comme sa mère. Elle avait 20 ans maintenant. Très belle. Beauté africaine. Un regard clair, solide, ancré. Elle lui rendait toujours visite, elle et ses filles. Elle passait chaque dimanche avec son père. Il ne la forçait jamais à parler du passé, elle non plus. Mais parfois, ils s'asseyaient ensemble au pied du vieux manguier dans la cour et regardèrent le ciel sans rien dire. Ils admiraient et contemplaient la beauté de la nature. Et dans le silence, il y avait cette paix que Mirabel avait cherchée si longtemps. Pas une paix parfaite, mais une paix qu'elle s'était construite elle-même.